Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 13e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono, le handball qui continue de faire la une de l'actualité sportive internationale avec un retour sur la participation algérienne à ce mondial du Caire. On fera le bilan surtout avec l'entraîneur national Alain Porte et on parlera de perspectives surtout de cette discipline qui a tant donné sur le plan national avec beaucoup de consécration. Bien évidemment, perspective pour l'avenir de la discipline. Bonne nouvelle pour les sports individuels après le foot, c'est le cyclisme qui reprend son activité avec le Tour de Sidi Abdallah. Sans surprise, le GSP s'impose par équipe et en individuel. Et les petits bambins du tennis club de Bourj El Kifan, très contents de retrouver les cours de tennis. Et enfin, on aura un portrait de l'espoir du judo algérien, à savoir Ahmed Rabbahi, un portrait signé le réalisateur de la chaîne nationale, Rachid Mekidesh. Tout cela avec, cette fois-ci, il n'y aura pas d'invités. Nos invités seront au Caire. Il s'agit de Alain Porte, l'entraîneur national, et de Habib Laban, le premier responsable sur l'instance de la discipline ici en Algérie. C'est le plaisir de retrouver Nordine Hani, notre spécialiste maison en handball. Nordine, bonsoir. Bonsoir Morsal, un plaisir qui est tout le temps partagé avec vous. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et puis aujourd'hui, je ferai un petit coucou spécial à mon beau-frère, oui. Samir, qu'on appelle Bled Samir parce qu'il a vécu à la rue Tanger et il est en Angleterre en ce moment, son anniversaire. Donc joyeux anniversaire Samir. La rue Tanger, la rue de la Loubia et de la Sardine, c'est bien ça. Voilà, joyeux anniversaire Samir, voilà, je me joins à mon ami Nordine Hani. Bien évidemment, on plante le décor avec la participation algérienne. Nordine, avant de retrouver Alain Porte qui est en direct du Caire par Skype, une participation, il y a beaucoup de choses à dire. Un match référence face à la France et une victoire face au Maroc. Et d'autres, bien évidemment, d'autres choses à dire sur les autres matchs. Bah, oui, beaucoup de choses à dire, pas dans le sens où j'aurais aimé les dire. Parce qu'il faut rappeler que ces championnats du monde, bon, tout d'abord, on va dire que l'Algérie revient après 6 ans dans un mondial. C'est déjà une bonne chose pour le handball algérien, de revenir et de côtoyer les meilleures nations au monde. Chacun pourra donner l'interprétation qu'il voudra, mais cette équipe nationale, avec peu de moyens, a prouvé qu'elle avait des ressources. Remonter un match comme celui du Maroc, faire un match comme celui avec les champions du monde, même si les gens disent qu'ils n'ont pas, c'est plus la même équipe, mais c'est toujours une équipe qui va au quart de finale, qui n'a perdu aucun match. Oui. Faire un match, un 6e match, avec rien dans les jambes contre les Suisses. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses donc, à dire sur cette équipe nationale et sur ce qu'on doit à cette équipe nationale. De toute façon, on va faire un bilan complet de la participation algérienne et le plaisir de retrouver Alain Porte, l'entraîneur national à partir du Caire. Alors, je ne sais pas s'il est avec nous en direct. Normalement, c'est bon. Monsieur Alain Porte, bonsoir. Bonsoir. Alors, très heureux de vous retrouver. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de décortiquer match par match la participation algérienne, certainement cette participation vous a laissé beaucoup de choses sur le plan sentimental et technique. C'est un grand plaisir de vivre cet événement. Hein. C'est la grande messe du handball. Les meilleurs sont là. Tous les matchs sont de haut niveau. C'est une grande fête à laquelle on a participé. Et, moi, je l'ai savouré avec l'envie de bien faire, mais mes joueurs aussi. Et je crois que ça va rester un grand souvenir pour tout le monde. Un grand souvenir pour tout le monde, surtout ce fameux match face à la France, septuple donc championne du monde. On va y revenir, mais avant cela, on va revenir au premier match, ce derby face au Maroc. Et qui de mieux qu'un technicien pour vous poser les questions opportunes. Donc Nordine Hani, allez-y. Donc bonsoir Alain. Donc premier match contre le Maroc. Vous aviez dit avant que vous n'aurez pas aimé donc jouer contre cette équipe dès le premier jour, parce que les joueurs manquaient donc de rythme, les joueurs manquaient de beaucoup de choses. Ça a été un match très très dur, une remontée, mais ça a prouvé quand même que cette équipe algérienne avait du répondant. C'est votre avis ? Les Marocains sont mieux rentrés dans le tournoi que nous, c'est la moindre des choses de le reconnaître. Ils ont fait une très bonne entame de match. Leur gardien de but a été exceptionnel, mais il n'a pas été que contre nous. Ils nous ont mis en situation de panique
Et à la mi-temps, j'avais hâte qu'elle arrive pour remettre un petit peu les têtes à l'endroit, parce que les joueurs étaient vraiment hors sujet. Voilà, alors ce qui est bien, c'est la réaction. On a eu des joueurs qui ont combattu jusqu'au bout, et ils ont bien fait, puisque ça s'est joué dans les dernières secondes. On a changé de stratégie pour que la panique change de camp, pour que ce soit les Marocains qui se mettent à douter. Et bon, avec un peu de réussite aussi, on a inversé la tendance, mais avec beaucoup de cœur surtout. Et ça prouve l'état d'esprit très positif du groupe. Il y avait beaucoup de pression, peut-être plus qu'il en faut. Ouais, mais la pression, oui, voilà. Ben, il y en avait, bien sûr, parce qu'on avait envie d'aller au second tour. Mais la pression, on s'habitue à l'avoir. Et les joueurs manquaient justement de cette habitude. Vous l'avez dit, 6 ans sans participer à un championnat du monde. Il n'y a rien qui remplace l'expérience. Quasiment 1 an sans match, parce que le championnat s'est arrêté. On sait pourquoi. Hein, voilà, il y a des raisons sanitaires qui sont très importantes et qu'il faut respecter. Tout ça, on l'a plus subi que nos adversaires, et qui, eux, n'avaient pas grand-chose à perdre, en fait. Et nous, on s'était mis peut-être un peu trop de pression sur le fait d'aller au deuxième tour pour se confronter aux meilleurs. Bon, on a réussi à inverser la tendance, et c'est ce qu'il faut retenir. Et le soir, croyez-moi, les joueurs étaient vraiment contents. Et puis arrive donc le second match, c'était face à l'Islande. Est-ce que les joueurs, donc, le fait d'avoir arraché cette qualification et de vouloir prouver qu'ils pouvaient mieux faire, ça a un petit peu joué sur l'équipe lors du second match? Moi, je crois qu'on a surtout été surpris par le rythme du handball nordique. On a aussi subi pas mal contre les Norvégiens. C'est des équipes qui jouent très très vite, techniquement. Elles perdent pas beaucoup de ballons, et on a été un petit peu submergés. Voilà, submergés par tout ça. Notre défense, elle n'était pas au rendez-vous. Nos gardiens n'étaient pas aidés par la défense. Quand on prend 22 buts en une mi-temps, forcément, ça perturbe. On ne gagnait aucun duel. Enfin, c'était assez catastrophique, parce qu'on a subi de plein fouet l'intensité d'un match international. Même si on était allé faire des matchs amicaux en Pologne, il n'y a rien qui remplace la compétition. Donc là, on était complètement hors sujet au niveau de la combativité défensive, surtout. On a un peu sauvé les meubles en étant plutôt pas mal en attaque, mais c'était insuffisant à mes yeux. Vous étiez donc déçu après ce match, vous l'avez déclaré juste après cette rencontre, et il fallait recadrer cette équipe avant le match du Portugal. Et là, il y a eu une très bonne réaction à quelques heures et à la veille, je crois, du match Algérie-France. Je ne vous dirai pas comment on s'y est pris, mais effectivement, on a recadré un petit peu les joueurs, on a joué sur l'orgueil. Et effectivement, contre le Portugal, qui est une très belle équipe, on a fait un bon match. Le score est trop sévère, on a été à 3 à 4 buts maximum tout le match, et à la fin, les joueurs ont voulu un petit peu sauver la patrie tout seuls, et ils ont fait des erreurs un peu stupides qui font que le score est trop lourd. Mais la réaction m'a plu ce jour-là. Alors, on a joué plus prudemment, on n'a pas pris trop de risques en montée de balle pour regagner un petit peu de confiance et pas perdre de ballons trop nombreux et donner des buts faciles à l'adversaire. On a fait un match plutôt tactique. Ça a un petit peu redonné confiance à tout le monde, et on a pu ensuite arriver au tour principal contre la France avec un peu plus de confiance. Donc, puis arrive donc le match Algérie-France. Moi, je voudrais savoir ce que vous avez dit aux joueurs avant le match, Alain. Oh, que quand on joue contre la France, c'est une fête. C'est se mesurer à ce qui se fait de mieux depuis 25-30 ans. Ils n'avaient rien à perdre, et que j'avais envie qu'ils montrent enfin leur qualité, qu'ils se lâchent un petit peu, et que de toute façon, on ne leur reprocherait rien s'ils donnaient tout. Voilà. Et puis après, je leur ai parlé de tactique aussi, parce que vous imaginez bien que les Français, je les connais bien, et que je sais que pour les perturber, il faut beaucoup varier le jeu. Donc c'est ce qu'on a fait, avec un très bon début de match qui fait que ça ressemblait au match du Maroc, mais cette fois on était du bon côté. Et donc les Français qui sont en train de se reconstruire n'étaient pas bien rassurés. Et du coup on est resté dans la partie très 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 longtemps. Et franchement c'était un grand moment de plaisir de manager l'équipe ce jour-là, parce que les joueurs étaient à l'écoute, parce que chaque fois que je demandais quelque chose, ils le faisaient dans la seconde, et ils le faisaient plutôt bien. Donc c'est effectivement, indépendamment du fait que ce soit contre la France, ça peut être un match référence par rapport à tout ça. Et donc après, c'est la Norvège, c'est un écroulement physique contre la Norvège? Un petit peu, après avoir beaucoup donné contre la France. Hein, vous savez, la répétition des matchs de haut niveau tous les 2 jours, c'est pas quelque chose de facile. Hein, et surtout pour nous qui sommes toujours en infériorité au niveau de la puissance par rapport à l'adversaire, donc on est obligé de donner plus. Donc on n'avait peut-être pas très bien récupéré.
La Norvège nous regardait comme quelqu'un qui avait accroché la France et donc ils ne voulaient pas nous faire de cadeaux. Ils ont aligné leurs meilleurs joueurs tout de suite. Ils ont mis un rythme impressionnant. Donc, un peu comme contre l'Islande, mais un peu moins quand même. On a subi. Mais en plus, voilà, la Norvège, c'est meilleur que l'Islande. Donc, j'étais pas trop inquiet parce qu'on a quand même marqué des buts, parce qu'on a réussi à s'exprimer à certains moments, alors que contre l'Islande, ce n'était pas le cas. Et puis donc ce dernier match contre la Suisse, tout le monde appréhendait, hein. On pensait que physiquement l'équipe n'allait pas tenir, mais finalement les Algériens ont quand même tenu jusqu'au bout. Hein. Oui, certains sont allés au bout de leurs efforts. Je pense à Hichem Daoud qui m'a demandé de sortir à 45 minutes de la fin, alors qu'il avait été excellent jusque-là. À 15 minutes de la fin, excusez-moi. Moi, ce jour-là, j'ai beaucoup aimé mon équipe parce qu'elle a bien joué au handball, parce que le banc, les joueurs du banc ont beaucoup apporté dans le dernier quart d'heure. Notre défense, je crois que là, c'est une référence parce qu'on a réussi à contrer un garçon comme Andy Schmidt avec ses relations avec le pivot, avec des joueurs qui découvrent le haut niveau chez nous. Hein. Quand je vois que c'est Sofiane Benjilali qui nous a sauvé la mise en défense dans ce secteur-là, alors que ce garçon... c'est la première fois qu'il voit des salles aussi belles, c'est la première fois qu'il fait des matchs internationaux, qu'il est confronté à ça, il découvre tout. Il a appris très vite et pour lui, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Je ne pensais pas avoir un défenseur à ce niveau-là, ce jour-là. Bah, je vais te poser une question maintenant, Alain. Si le championnat avait démarré comme il le fallait, avec une meilleure préparation, est-ce que l'Algérie n'aurait pas pu jouer quelque chose de mieux dans ce mondial ? Je ne peux pas répondre à cette question. Le championnat aurait permis que les joueurs s'entraînent régulièrement, qu'ils n'aient pas de coupure et que peut-être des joueurs qui se sont blessés au moment de la compétition n'aient pas ces problèmes physiques. Je pense à Messaoud Berkous qui a joué sur une jambe quand même, peut-être à 50% de ses possibilités, tout le championnat du monde. Ça aurait permis que oui, les joueurs s'entraînent beaucoup plus régulièrement. Ça n'aurait pas remplacé les confrontations directes avec des équipes de très haut niveau comme on vient de le vivre. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus confortable pour un entraîneur national d'avoir un championnat. Et puis, moi, je suis arrivé il y a un peu plus d'1 an et demi. Je n'ai pas encore tout vu du handball algérien. Après la Coupe d'Afrique, j'envisageais d'aller voir le championnat, de me déplacer dans le pays, d'aller voir comment ça se passe à Bordeaux, comment ça se passe à Skikda. J'ai pu aller à Annaba une fois. Et puis après, il y a eu cette crise sanitaire. Donc, je n'ai pas pu prospecter complètement pour chercher des potentiels éventuels, comme on a trouvé Sofiane Benjilali. Je prends cet exemple-là parce que c'est celui qui est le plus frais. Mais voilà, ça m'aurait permis aussi de prospecter un petit peu plus. Alors, M. Alain Porte, juste pour terminer, après cette 3e place à la Coupe d'Afrique des Nations, et vous venez de le dire, ça fait plus d'1 année que vous êtes avec l'équipe nationale, certainement, il y a plus d'enseignements et surtout l'envie de terminer l'aventure avec cette équipe nationale, de continuer. Moi, mon idée, c'est... Moi, quand je vais quelque part, je fais comme si j'allais y rester 10 ans. Après, il se passe ce qui se passe et j'essaie de construire. Et vous savez, quand je parle avec mes dirigeants, on ne parle pas que de l'équipe A, on parle aussi de comment structurer les moins de 21 ans, les moins de 19 ans, comment préparer la relève. Je l'ai fait quand j'étais en Tunisie, je continue de le faire ici. Et chaque fois que je suis quelque part, parce que moi, vous savez, à la base, je suis enseignant d'éducation physique. J'ai cette idée de former les gens, de construire quelque chose de durable, d'éduquer. Et c'est comme ça que je prends du plaisir dans mon métier. Donc, après, dans la vie, on ne sait jamais trop ce qui peut se passer, mais pour l'instant, je suis très bien avec vous et j'espère y rester encore un petit moment. Oui. Et justement, vous êtes en train d'expliquer, de simplifier que c'est tout simplement un projet sportif et donc certainement pour plus tard, vous avez besoin de beaucoup de choses pour mener à bien ce projet. Oui, bah, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut absolument une relève. Hein. Quand on regarde l'état de l'équipe A, il y a des joueurs qui ont passé la trentaine, qui ne vont pas jouer encore pendant 5 ans. Hein. Et qui va remplacer à terme Messaoud Berkous, Abderrahim Beria, Riyad Chebour, qui va remplacer ces garçons-là. Voilà, il faut qu'on prospecte un petit peu et que les années où le handball a été mis un peu en sommeil en Algérie, ça va être dur de les rattraper, mais... moi, je ne suis pas du genre à dire qu'il y a trop de difficultés. Je suis du genre à affronter les problèmes et je le fais avec beaucoup d'enthousiasme. Un dernier mot pour les amoureux de la petite balle? J'espère qu'ils ont la même impression j'espère que les gens qui aiment le handball en Algérie ont la même impression que les étrangers qui me disent ce qu'ils pensent de notre équipe. Voilà. Ils me disent
sans que je leur demande quoi que ce soit et sans que je les connaisse particulièrement, qu'ils ont apprécié le jeu vivant, vivifiant de l'équipe d'Algérie, qu'on avait amené un vent de fraîcheur et que ça faisait plaisir à beaucoup que l'Algérie revienne dans les grandes compétitions mondiales. Merci beaucoup, Monsieur Alain Porte, de s'être prêté donc à ce petit jeu de questions-réponses et bonne chance pour la suite. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Nordine Hanni, il vient de tout dire à Alain Porte. Il a envie de continuer cette aventure, certainement. On va parler tout à l'heure avec Habib Laban qui va lui céder sa place, donc de stratégie pour cette discipline qui a besoin de stratégie. Vous l'aviez dit lors du commentaire, vous l'avez dit texto, je reprends vos paroles lors du match référence face à la France. اللاعبون أعطوا رسالة اليوم. C'est vrai, et ce message, ils l'ont donné à tous les Algériens. Vous savez que moi, je croise tout le temps des gens dans la rue qui, de par ce confinement, se sont mis à regarder ces matchs de la télévision et ils ont vu qu'il y avait des jeunes qui se battaient sans peu de moyens. Ça les a emmenés à aimer cette discipline. Des gens qui ne connaissaient pas l'handball. C'est déjà quelque chose de positif. Donc c'est ça le message dont je parlais. C'est des jeunes qui disent qu'on est capable de vous faire vivre des sensations à condition que vous nous donnez les moyens. Et les moyens, je pense qu'il faudra faire toute une émission pour en parler. Ce n'est pas uniquement des moyens matériels. J'ai pris l'exemple de Hadj Sadouk qui s'est retrouvé livré à lui-même. Un jeune, il fait un super mondial des U21 et il se trouve emmené par un manager qui, lui, le manager cherche ses intérêts. Il l'emmène en Turquie, ensuite il l'emmène au Qatar. Regardez, Hadj Sadouk s'est réveillé que lors du 6e match, alors que Hadj Sadouk avait le niveau de Ayoub. Quand on compare Ayoub et Hadj Sadouk, ils avaient le même niveau. Hadj Sadouk avait beaucoup plus d'intelligence de jeu que Ayoub. Mais Ayoub est parti en France, il joue dans un championnat où il y a de la considération. Je ne dis pas que le championnat du Qatar, mais je connais les pays du Golfe, ils n'ont pas le même rythme d'entraînement, ils n'ont pas les mêmes heures d'entraînement, ils n'ont pas le même type de compétition. Donc c'est tout ça ce qui manque à nos joueurs, c'est de pouvoir donner un statut à cette discipline. Il y a des textes au niveau du ministère qui donnent des priorités aux disciplines. Ces textes-là ne sont pas appliqués puisqu'on traite toutes les disciplines de la même manière. On ne peut pas traiter une discipline qui va à un championnat du monde avec une discipline qui va à un championnat arabe. Qui a donné 7 titres africains. 7 titres africains, qui a fait des mondiaux. Et sur le plan de sport collectif, c'est la première, c'est avant le football. Mais bien sûr. Et en plus, c'est une discipline qui est tombée, qui se relève, qui tombe et qui se relève. À chaque fois. Donc c'est une discipline qui est capable de se relever et de ne plus tomber, à condition qu'on lui donne un cachet particulier. On a professionnalisé le football. On doit professionnaliser le handball parce que c'est une discipline qui nous ramène. Il y a beaucoup de discussions dans tout ça. Mais il faut qu'il y ait de véritables techniciens pour réfléchir au devenir du handball et non pas des bureaucrates qui réfléchissent au devenir d'une discipline. C'est là où est le problème. Très bien, alors justement pour voir plus clair sur l'avenir de la discipline, on va contacter cette fois-ci, et à travers Skype bien évidemment, Habib Laban, le président de la Fédération algérienne de handball, qui se trouve en direct donc à partir du Caire. Habib, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Nordine, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Alors vous étiez à côté d'Alain Porte, l'entraîneur de l'équipe algérienne. Vous avez très bien suivi son analyse sur tous les matchs et surtout sur la participation algérienne. Qu'est-ce que vous retenez de ses propos? Bon, je n'ai pas tout suivi parce que j'étais à côté, oui, mais je pense que les choses que j'ai entendues, je pense que... Vous les connaissez. Il est dans une compétition comme ça, on peut être en haut et on peut être en bas. Surtout pour une équipe qui revient à ce niveau de compétition. Avant la compétition, on était optimiste parce qu'on a fait des bons matchs de préparation, surtout contre la Pologne, la Russie.
Et on était optimiste. Mais au fait, la réalité de la compétition officielle, elle est différente de la préparation. Et les matchs officiels sont différents des matchs de préparation. Et je pense qu'on l'a constaté sur place par rapport aux matchs qu'on a joués. On a joué d'excellents matchs. Je parlerai surtout du match contre la France et aussi même celui de la Suisse. Mais aussi, on a joué des matchs où on était, comment dire, on a pris l'eau quelque part et on a perdu par des scores très lourds. C'est la même équipe qui a joué 2 jours avant et 2 jours après. Donc, c'est pas des changements qui ont été faits pendant une longue période, mais justement, le haut niveau, c'est ça. Le haut niveau, c'est d'être capable de jouer à un certain niveau pendant tous les matchs. Pendant plus d'une semaine, vous l'avez dit, l'Algérie a de tout temps prouvé qu'elle était l'une des meilleures équipes sur le plan mondial et qu'elle pouvait rivaliser surtout avec le Gotha mondial, l'une des meilleures équipes africaines également. Mais à chaque fois, juste après une participation, on essaie de demander plus d'intérêt de la part de la tutelle pour cette discipline. Mais cette fois-ci, je pense qu'en tant que premier responsable sur cette discipline, qu'il faut pousser plus fort encore. Vous pensez également la même chose? Je pense que, je l'ai toujours dit, je le redis, le handball est parmi les rares disciplines. Allez, une petite coupure avec le quart. On va essayer de recontacter Habib Laban. Habib? Alors, on va retrouver Habib Laban. La même question pour vous, Nourdine Hani. Cette fois-ci, il faut vraiment taper sur la table. C'est le terme qu'il faut employer aujourd'hui. Mais bien sûr qu'il faut taper sur la table, puisque on a constaté que cette équipe nationale, son moyen. Est-ce que vous savez, hier on parlait, quand j'ai commenté le match sur la terrestre, le commentateur qui était avec moi, il me disait, les Suisses, il y a 5 joueurs qui jouent dans le championnat allemand, et les autres jouent dans le championnat suisse ou dans des autres championnats. Moi, je lui dis, vous savez que chez nous, il y a 13 joueurs qui ne jouent pas du tout de championnat. C'est ça le véritable problème. C'est qu'on ne donne pas, on n'a pas pensé, on a pensé à l'équipe nationale quand ils sont arrivés au Caire, c'est trop tard. Il fallait y penser dès qu'ils ont été champions d'Afrique. Il fallait tout faire pour faire reprendre le championnat. Championnat du monde des U21 également ici. Absolument. Après les U21, il n'y a plus eu, beaucoup ont disparu. Beaucoup de joueurs ont disparu. Il n'y a pas un suivi parce qu'il n'y a pas les moyens voulus. Les fédérations continuent à fonctionner avec des moyens de l'État. Alors qu'on devrait passer à autre chose. On devrait ramener des gens qui investissent, des sponsors au niveau des fédérations. Donc revoir les textes pour que des gens qui ont de l'argent puissent venir à la tête des fédérations, mettre leur argent pour faire comme ça fonctionne ailleurs et non pas rester avec des budgets étatiques qui ne permettent pas de faire tout ce qu'on veut faire, de recruter des entraîneurs, de faire des stages à l'étranger, de faire des regroupements. Regardez, on a délaissé les équipes filles et pourtant les filles ont toujours donné satisfaction dans le handball, tout autant que les garçons. On les a délaissés. Et les gens ne savent pas que c'est par manque de moyens. Les fédérations n'ont pas les moyens voulus pour faire du sport de haute performance. Et là, en tant que technicien, vous êtes tout simplement en train de demander une nouvelle stratégie pour cette discipline. La première en matière de résultats. On a de nouveau Habib Laban. Habib? Oui. Alors justement, est-ce que vous pensez à une nouvelle stratégie pour faire rehausser le niveau de cette discipline? Je continue d'abord sur votre question. Donc, je disais que le handball est parmi les rares disciplines qui peuvent arriver à un certain niveau, je parle du niveau mondial, hein, du haut niveau. Mais pourvu qu'on donne des moyens à cette discipline et qu'on l'assiste
Je viens d'entendre Nordine parler de sponsors. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, je vais vous ramener à 2012, 2011, 2010. L'équipe nationale de handball était, le budget de l'équipe A était sponsorisé carrément par des moyens externes aux subventions de l'État. Et tout ce qui reste comme subvention de l'État, on le mettait pour les jeunes catégories, les filles, et les résultats étaient là. Les garçons étaient vice-champions d'Afrique. Et après, en 2014, bien sûr, c'était la trajectoire pour obtenir le titre africain. Et les filles étaient quatrièmes en Afrique. Mais après, après, il y a eu la crise, une crise financière qui a ramené les entreprises à quitter peut-être le sport, les autres disciplines, je ne parle pas du football, les autres disciplines, et ça a donné les résultats qu'il y a. Maintenant, on est en train de faire un travail pour remettre sur scène le handball algérien, et je pense qu'on a plus ou moins réussi à le faire avec la 3e place au championnat d'Afrique et aussi la participation au championnat du monde. Mais maintenant, il faut qu'on reste. Il ne faut pas à chaque fois monter un peu et redescendre encore plus bas à chaque fois. Maintenant, il faut qu'on reste. Et pour rester, je pense qu'il faut mettre au moins les moyens conséquents pour cette discipline. Et cette discipline, ce n'est pas seulement nous, tous les moyens qu'on a, on les a mis pour l'équipe nationale A, mais cette discipline, ce n'est pas seulement l'équipe nationale A. Nous, maintenant, on veut mettre en place une locomotive, on l'a mise, mais il y a derrière les équipes nationales des jeunes catégories qu'on doit prendre en charge et qu'on est en train de prendre en charge. Mais encore une fois, je pense que si on continue comme ça, on va encore arriver à une situation où on doit choisir. Alors que d'autres nations, parce que les gens nous comparent à d'autres nations, quand on voit l'Égypte, par exemple, l'équipe qui a pris le championnat du monde, qui a été champion du monde, le budget de cette équipe est 3 fois plus que le budget de l'équipe de la Fédération algérienne de handball. Alors, essayez de comparer ça et vous allez trouver très rapidement le résultat et vous allez trouver très rapidement pourquoi il y a des équipes qui sont plus loties que d'autres. Et quand on a, quand on a les moyens de mettre en place toutes les équipes, je pense que le travail peut continuer et on peut continuer à travailler à ce niveau. Maintenant, pour les perspectives, je pense qu'on l'a dit auparavant et on va le confirmer. Notre objectif premier quand on est venu à la fédération, c'est de remettre en selle le handball national. Et notre stratégie au départ, c'est d'avoir la vitrine. La vitrine, c'est l'équipe nationale A. L'équipe nationale A, on se devait de la remettre sur le podium africain et être parmi les meilleurs en Afrique. On l'a fait et on peut encore faire mieux et revenir au niveau mondial. C'est fait aussi. On a joué un championnat du monde qu'on n'a pas joué depuis 2 éditions et il y a des joueurs qui n'ont pas joué de match de ce niveau depuis 2015, plus depuis 2013. C'est pour certains, pour la majorité. Et aussi, on est qualifié pour le tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques. Je pense que ça déjà, comment dire, on a réussi à atteindre quelque chose. Mais maintenant, le plus important, c'est de rester à ce niveau. Rester à ce niveau, vous parlez de stabilité technique. Vous êtes pour la stabilité du staff et tout le groupe durant cette période, on va dire sur 5 ans minimum? Je parle de toute la stabilité parce qu'il y a une équipe qui est en train de travailler, il y a le staff technique et tous les gens qu'il y a autour, il y a la fédération aussi. Je pense que pour atteindre un certain niveau, il faut une stabilité. Maintenant, c'est pas, quand je dirais stabilité, ça veut dire qu'il faut mettre de côté le côté technique. Les équipes nationales, c'est quelque chose de sacré auquel on ne doit pas toucher. Et on ne doit pas à chaque fois revenir en arrière. Et chaque fois qu'il y a un résultat plus ou moins négatif, la seule chose qu'on doit faire, c'est d'enlever le staff technique ou bien de faire quelque chose au niveau du staff technique. Je pense qu'il faut s'assumer et prendre ses responsabilités. Si on a un projet à long terme ou bien à moyen terme, je pense qu'il faut persévérer.
parce que quand on a ramené Alain Porte, par exemple, et son staff, l'objectif principal, c'était les Jeux méditerranéens d'Alger, enfin d'Oran. C'était prévu que ce soit jusqu'au mois de juillet. Maintenant, ça ne va pas être le mois de juillet. Mais entre-temps, il y avait les objectifs intermédiaires qu'on a, alhamdoulilah, on les a atteints. Mais il reste toujours des perspectives. Ça veut dire qu'on doit travailler sur le moyen et le long terme. Et le championnat d'Afrique en Algérie en 2024, c'est demain. Le championnat d'Afrique en Algérie 2024, qui est qualificatif pour les Jeux olympiques, est un objectif très important. On l'a ramené en Algérie, comme on a ramené le championnat d'Afrique de 2014 qu'on a eu. Et je pense qu'il faut travailler dessus aussi. Et bien sûr, pour travailler dessus, il faut travailler avec les joueurs qui sont maintenant en équipe A, oui, mais surtout avec les joueurs qui sont U21, U19, sur lesquels il faut se baser justement pour avoir une relève, parce que les joueurs qui sont actuellement ne vont pas rester éternellement en équipe nationale. Habib, une question, un point essentiel qu'a cité Nordine Hani lors de toutes les rencontres, c'est un comparatif entre les joueurs qui évoluent à l'étranger à l'image de Abdi et ceux qui étaient entre parenthèses perdus comme Hadj Sadouk. Est-ce qu'il y a une politique future pour gérer cet aspect-là, le managérat et surtout le suivi des joueurs pour leur carrière surtout? Alors, je vais vous dire, en 2017, j'étais sur le point, enfin la fédération était sur le point de signer avec un grand entraîneur aussi. C'était Hassan Afendic. Hassan Afendic, on voulait le ramener pour deux choses. Bien sûr, pour entraîner l'équipe nationale, pour chapeauter un petit peu toutes les équipes nationales, mais aussi parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de relations à l'étranger. On voulait le ramener aussi pour qu'il place nos joueurs dans les différents championnats étrangers. Il l'avait fait avec la Tunisie et je reviens aux joueurs, les grands joueurs tunisiens qui ont fait le bonheur de l'équipe de Tunisie après, c'est lui qui les a placés dans les grands championnats. Maintenant, comme Hadj Sadouk, par exemple, quand il est parti au Qatar, sincèrement, j'étais contre, parce que pour moi, Hadj Sadouk, c'est un joueur qui doit évoluer en Europe, dans un championnat relevé. Ce n'est pas seulement Hadj Sadouk. Il y a d'autres. Et maintenant, j'ai discuté, Nordine m'a appelé pour Hadj Sadouk, il m'a dit qu'il a eu des problèmes. J'ai discuté avec lui, bon, après on en parlera. Mais Hadj Sadouk, maintenant, je vais voir comment trouver un bon manager qui puisse défendre ses intérêts et ne pas défendre que les intérêts du manager, parce que, comme a dit Nordine, c'est vrai que c'est du commerce, mais il y a l'intérêt du joueur. Et aussi, il faut que le joueur algérien puisse voir plus grand. Parce que nos joueurs, peut-être que par rapport à un vécu, ils ne voient pas comme les joueurs tunisiens. Ils ne s'ouvrent pas sur les grands championnats. Ils se limitent à partir au Qatar. Je ne diminue pas du niveau de ces championnats. Mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs algériens qui peuvent jouer dans des grands clubs étrangers. Et quand je dis étrangers, européens surtout. Et ça va être un retour sur investissement pour que ce soit pour les joueurs ou bien pour la Fédération algérienne de handball et pour le handball national. Habib, une dernière question avant de vous laisser vous reposer avec Nordine Hani. Alors, Habib, tu sais que le renouvellement des fédérations, donc la période a débuté, ça va aller jusqu'au 15 avril, je pense. Est-ce que cette façon d'élire un président et d'élire un bureau séparément ne freine pas aussi dans les disciplines? Pourquoi ne pas élire un président qui, lui, doit ramener son bureau? Alors, je vais te répondre, Nordine. À la Fédération algérienne de handball, on l'a fait. On l'a fait, on a changé les textes il y a de cela 1 année et demie et on s'est mis en conformité avec les textes de la Fédération internationale de handball. Et maintenant, pour les nouvelles élections, c'est le président et son bureau. Et là, je pense que tu as tout à fait raison. Comme ça, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est tout le monde qui est responsable. Et quand ça va aussi, c'est tout le monde qui est responsable.
il n'y aura pas cette dissociation entre un président et son bureau, un travaille dans une direction et les autres, ou bien l'autre travaille dans une autre direction. Je pense que ça peut consolider le travail des élus. Merci Habib d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Bon retour sur Alger. Merci Mouftar, merci Nordine et à très bientôt, Inch'Allah. Et bonne chance. Merci Habib. Voilà, c'était une longue page consacrée à handball. Ça se comprend. C'est le premier sport sur le plan collectif. Ça se mérite. Ça se mérite. C'est un championnat du monde, il faut le dire. Dans une période difficile, la période du Covid, première grande compétition. Je félicite les Égyptiens d'avoir pu organiser une telle compétition. Hein. Les terrains. Absolument. J'envie aussi les Égyptiens de passer au quart de finale. C'est aux dépens de la Slovénie. Absolument. Ils sont qualifiés pour les quarts de finale. Ils ont battu la Slovénie. Ils passent au quart de finale. Des équipes comme l'Égypte, ils ont travaillé. Ils ont été champions du monde des U19. Ils ont été troisième. Ils ont été battus d'un seul but en demi-finale contre la France. Et troisième des U21. Voilà le résultat. Le Portugal, qui n'était pas une équipe très connue et qui revient, le Japon, qui prépare des Jeux Olympiques et qui nous monte rapidement une équipe de handball. Mais c'est tous ces exemples qu'on devrait suivre. Et nous, on le faisait avant. Et on avait, c'est comme ça que le handball algérien a eu sa réputation. Il est connu partout, le handball algérien. Mais ensuite, on est redescendu à des situations où on termine 6e au championnat d'Afrique. On se fait battre par le Gabon. C'était des choses horribles qui sont passées pour le handball algérien. Maintenant, on revient. Il faut les aider. Il faut être derrière eux. Il faut les encourager. Est-ce que vous savez, je vous ai dit, il y a des joueurs, la plupart des joueurs qui jouent dans les clubs algériens ne sont pas payés depuis une année. C'est des pères de famille. Et ils ont quand même été joués pour les couleurs algériennes sans être payés. Et il faut se mettre à la place de ces gens-là. En tout cas, on continuera, Nordine Henni, vous et moi, et la télévision algérienne surtout, à suivre le handball, cette discipline qui est tant donnée pour l'Algérie. En tout cas, on a essayé de contacter le ministère de la Jeunesse et des Sports pour connaître la vision de monsieur le ministre, de l'État à travers monsieur le ministre Sidi Ali Khaldi, espérant qu'on aura cette interview très prochainement. Juste un mot, je savais que je ne mettais jamais en handball. Ouais. J'aimerais que ces championnats du monde ne soient pas une fin pour attendre les prochaines compétitions. Il faudrait qu'il y ait, on a le tournoi qualificatif. Il faut tourner la page, mais pas l'effacer. Jamais. Il faut continuer à écrire. Alors, on attend surtout la reprise du championnat de handball. En tout cas, en sport individuel, bonne nouvelle, la compétition a repris. Et la première discipline après le football, c'est le cyclisme avec le Tour de Sidi Abdallah. Sarah Delbel était présente vendredi matin. Elle est revenue avec ce reportage. Après le football, c'est au tour de la petite reine de faire son retour avec cette première compétition nationale organisée au niveau de la nouvelle ville de Sidi Abdallah. Cette année, c'est l'année olympique. On est pratiquement à 6 mois des Jeux olympiques. Donc ce genre de manifestation va encourager les athlètes donc, à être prêts à ces manifestations majeures. On est là pour les encourager et surtout, vous avez vu l'engouement qu'il y a ici à Sidi Abdallah. C'est une ville qui incite à la pratique sportive. Et puis moi j'ai toujours dit, un esprit sain dans un corps sain. Il faut faire du sport, il faut surtout le faire pratiquer à nos enfants. On est très content après avoir reçu le feu vert du pouvoir public. Donc cette compétition, ça sera une étape préparatoire pour les équipes nationales, spécialement que notre élite nationale se prépare pour les Jeux Olympiques. En même temps, il y a un objectif très proche, c'est les championnats d'Afrique des nations qui sera au mois de mars en Égypte. Donc on est très content. Je remercie tous les pouvoirs publics qui ont contribué pour la bonne réussite de cet événement. Ce challenge a été une occasion pour les habitants de cette petite ville de profiter de cette journée ensoleillée dans une ambiance conviviale. يعني فرحنا بزاف يعني كي شفتي هذا الوقت تاع الكونفينمون ويتو من بعد دخلتو قرايه يقراو مدرسه الدار كي شفنا نيفالمون كيما هكذا ما نكذبش عليك خرجت نجرين باش يشوفوا باش يحضروا باش يعرفوا سي كوا واش كاين حبيت نخرج حبيت نشوف رياضه مليحه. Je suis venu là avec ma petite fille là
pour voir là ce qui se passe. En fin de compte, c'est une compétition. Bon, j'espère que ce n'est pas la première fois. Et j'espère qu'il y aura le récidive. C'est-à-dire ça se répète encore. Une aubaine également pour de nombreux cyclistes de renouer avec la compétition après plusieurs mois d'arrêt, particulièrement les athlètes d'élite. Quand on compare les chiffres et les données de notre forme, on a vraiment baissé, on a un manque vraiment de compétition, donc on est très ravis de reprendre, même si tardivement, mais mieux vaut tard que jamais. Donc voilà, aujourd'hui c'est la reprise, j'espère que ça ne va pas être la dernière course. Il n'y aura pas d'annulation surtout parce qu'il y a un riche programme, je crois, que la fédération a mis au point. Et c'est sur un circuit vallonné à travers les grandes artères de la ville que près de 150 coureurs ont participé à cette première course. Au programme de la journée, 4 courses, dont la première a été dédiée aux cadets sur une distance de 24 km. Les jeunes de l'IRB El Kantara ont occupé le podium de cette catégorie. Les juniors, quant à eux, ont parcouru une distance de 45 km. Le cycliste du Nader Yadé d'El Ibrahim, Oussama Khlef en l'occurrence, a décroché la première place. Chez les dames, Racha Benouanen du TC Rouiba a remporté cette épreuve. كان شويه واعر الريح وزيد السيركوي شويه واعر كان شويه واعر جاني شويه واعر انا فرحنا دار فرحت بزاف يعني الحمد لله. صرت على المرتبه الاولى الحمد لله، كانوا معايا صحاباتي هما اللي خدموا لي التكتيك اللي قدرت بها نجوز ونروح مع الباكي، ونشكر كاع البنات اللي كانوا معايا ووقفوا معايا سورتو ليكيب تي سي رويبه، ونشكر المدرب الخاص توابتي عبد الكريم. Enfin, la quatrième et dernière course de cette journée a été consacrée aux seniors hommes sur une distance de 60 km. Les coureurs du GS pétrolier et de la sélection nationale militaire ont survolé cette course. C'était un peu difficile pour la première compétition, surtout là au devant, et circuit un peu de vallonné. Et l'adversaire Hamza, il était très bon et j'étais encore plus bon que lui. Et je félicite tous mes coéquipiers qui ont travaillé toute la course et je remercie tout le staff. Cette réussite dans le retour à la compétition ouvre la voie à d'autres manifestations du même genre avant d'entamer une année sportive chargée de compétitions nationales et internationales. Un petit coucou du joli petit Bamba venu de la cité, nouvelle cité Sidi Abdallah. C'est bien d'associer un petit peu le paysage, surtout programmer une compétition dans cette nouvelle ville. Oui, quand on veut faire quelque chose, on réussit dans ce pays. On a réussi. Le cyclisme est à l'arrêt depuis longtemps, alors qu'il n'aurait pas dû s'arrêter lui aussi. Là, ils reprennent. Vous manque, vous aussi, le cyclisme. Hein. Absolument. Et là, on voit qu'ils sont heureux, les cyclistes, ils sont heureux de venir, de reprendre la compétition, de retrouver leur rythme. Il y avait une très très belle ambiance. Alors, on quitte le cyclisme pour parler cette fois-ci de tennis et surtout reprise également. Là également, les petits bambins sont heureux de retrouver les cours de tennis avec la reprise au tennis club de Bourj El Kifan. Reportage Badia Amarni. Au club de tennis de Bourj El Kifan, la reprise s'est faite en beauté avec le lancement de cours d'initiation à destination des enfants. Ici, l'ambiance est au rendez-vous et les bambins n'ont pas manqué d'exprimer leur joie à l'idée de se dépenser après un arrêt forcé des activités sportives de plus de 9 mois. Et avant de commencer, petite séance d'échauffement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je joue au tennis. J'ai parti au tennis pour faire du sport. Parce que c'est très bien le sport. جيت عندي سبور تنس نحل بزاف. جينا باش نديرو تنس ويعجبنا بزاف الحل هنايا. والكلوب تاعنا ملاح. ان شاء الله يفتحوا لنا كاع لي سبور باش نعاودو نديرو. سي لا بروميير فوا جيت للتنس وعجبني الحال هنا بزاف. جيت نلعب في التنس وعجبني بزاف الحال. راني فرحان.
العام اللي فات كنت نلعب ونعرفها كي نضرب هذيك الفلوطة تعجبني. Raquettes en main, les tennisman et tennis-girls en herbe apprennent à apprivoiser la balle. Des petits gestes timides et hésitants pour la plupart d'entre eux. L'entraîneur est là à la rescousse pour leur apprendre et corriger leurs mouvements, en respectant le protocole sanitaire mis en place, bien sûr. On profite, suite à la décision du ministère, de rouvrir et permettre le sport en plein air. Le tennis fait partie du sport en plein air. Donc on profite de cette décision pour ouvrir la saison sportive tennistique. Ces initiatives vont être reproduites à Hedra, à Ruiba, à Badjara, dans toutes ces infrastructures. Nous allons réouvrir le tennis à Alger. C'est un tennis club qui existe depuis très très longtemps. C'est une école qui est très très connue. Notre objectif primaire, c'est bien d'ouvrir les portes aux petits jeunes pour qu'ils viennent reprendre le sport. Avec le confinement, les enfants ils sont restés à la maison pendant une certaine période. Ça a un petit peu joué sur le moral de tout le monde. Et maintenant, le fait que les autorités nous autorisent à reprendre, c'est une très bonne initiative. C'est une aubaine pour vraiment les petits jeunes qui peuvent venir jouer et s'amuser en plein air. Des bambins ambitieux, beaucoup s'entraînent avec ardeur et rêvent d'atteindre un niveau qui leur permettra d'entamer une carrière sportive et pourquoi pas disputer des compétitions à l'international. Position d'attente. C'est des images qui nous manquaient et c'est certainement avec grand plaisir qu'ils reprennent du service. Moi, je dirais une seule phrase. Ces jeunes que vous avez vus, que ce soit les enfants que vous avez vus, c'est des hommes et des femmes de demain, de l'Algérie de demain. Donc ça veut tout dire. Ça veut tout dire. À bon entendeur, salut. Allez, jingle portrait et on se retrouve juste après. Vous allez découvrir l'athlète qui a été choisi aujourd'hui. Et cette fois-ci, on va parler de judo et c'est plutôt Rachid Mikidesh, notre réalisateur de la chaîne nationale, qui a choisi de faire un portrait, de dresser un portrait sur le judoka, l'espoir du judo algérien, Ahmed Rabbahi. Un portrait sympathique que vous aurez certainement le plaisir de découvrir. خوتي كبار يمارسوا الرياضة الجودو هذه عائلة رباحي. كنت صغير كنت نجي نريح معاهم هنا في الصالة نشوف هكذا نسي ندخل الطابي من داك نلعب معاهم يا خو ونقارش فاهم. حبيت يا خو الجودو هذا السبور هذا حبيته. ما دخلت لهم وقلت لهم دبروا لي صانكم انا السبور هذا ندخل نديرو. عندي بطولة وطنية شباب. المرتبة الأولى تحصلت عليها في وزن أقل من 81 كيلوغرام في سنة 2018 وبطولة وطنية آمال تحصلت على المرتبة الثالثة سنة 2018 كذلك. والعام الماضي تحصلت على المرتبة الأولى في البطولة الوطنية آمال كذلك. تحصلت على بطل أفريقيا سنة 2018 المرتبة الأولى وألعاب أفريقية للشباب درنا هنا في الجزائر سنة 2018 تحصلت على المرتبة الأولى المرتبة الثانية. وكذلك في نفس السنة 2018 شاركت في الألعاب الأولمبية للشباب المقامة في الأرجنتين بوينوس آيرس. باش شاركت في الألعاب الأولمبية هذه كنت جمعت نقاط باش شاركت فيها كنت شامبيون دافريك. وفي الألعاب الأولمبية احتككت بزاف مع أوروبيين من رياضيين من عدة دول وأبطال كذلك أبطال عالميين. والحمد لله ما كتبش ربي ما جبناش ميداي اون انديفيديال ما جبناهم بار ايكيب. ويا خو هذه جعلتني نرفض لا كونفيونس منها.
كاين دوكا في الجيري كاين عمر بن يخلف بطل اولمبي في رياضة جيدة مازال اللي ما جابش التيتير اللي كيما هو يا اخو متمني ان شاء الله يا اخو نلحق وين نلحق هو ولا ما احسن ان شاء الله بارك حاجة ما خير ان شاء الله يا اخو اذا كاينه حاجة من خلال اولمبيك ان شاء الله نلحقوا لها. حنقرا دوكا هاتيك ان شاء الله اذا كتب ربي في عين بنيه في السونتر تاع الرياض. وحاجه واحده اخرى ثاني اللي ما نقدرش ننساوها في سبوريا وصل العالميه ان شاء الله ناخذوا القاب ان شاء الله مش على المستوى الوطني والمستوى الافريقي فقط ان شاء الله العالميه ان شاء الله. Très sympathique portrait signé Rachid Mikidash sur ce judoka, plein d'espoir, porteur d'espoir. Hamed Erbahi, c'est une histoire de famille, le judo chez la famille Erbahi. Absolument, je pense qu'ils sont 7, hein, je pense avoir pratiqué le judo, dont lui qui a fait les Jeux Olympiques. À Rio, oui. À Rio, donc c'est une famille de judokas. C'est une culture, parfois une discipline, ça se transmet de père en fils. Oui, nous on était 2 frères, on a joué en handball tous les 2, donc ça suit, vous savez, c'est quand vous avez déjà une famille qui est sportive, qui vous encourage à faire du sport, et puis il y a l'aîné qui va dans un sport, donc la majorité du temps vous suivez l'aîné. C'est rare quand on décide d'aller vers une autre discipline, donc il y a beaucoup de familles qu'on retrouve dans ces... je prendrai l'exemple par exemple de chez Baraka. L'oncle était nageur, était un grand nageur. Majda est devenue nageuse, mais le papa était handballeur. Donc il y a toujours dans la famille, il y a toujours quelque chose qui nous attire, qui nous emmène vers le sport. Quand il y avait du sport, bien sûr, au niveau des écoles et au niveau des... Mais là, depuis longtemps, il n'y a plus de sport. Les gamins non plus où aller. C'est pour ça que je vous parlais des jeunes du tennis. Moi, j'ai mes jeunes de handball, ils sont là tout le temps en train de me demander en reprendre. Quand la reprise il n'y a aucune réponse à leur donner, c'est dommage. Donc, ils sont obligés d'aller ailleurs. Et ce ailleurs fait peur. Vous avez les yeux qui brillent quand vous parlez de sport. J'ai fait que ça toute ma vie. Toute ma vie, j'ai fait que ça. J'ai aimé le sport dès mon jeune âge. Donc, je me suis donné à fond. Mes études ont été orientées vers le sport. Ma vie a été orientée vers le sport. Ma transformation donc, au niveau de la télé et de la radio ont été également vers le sport. Donc, vous pensez qu'il doit avoir plus d'intérêt ici en Algérie, le sport? Mais bien sûr, mais bien sûr, mais le sport, c'est lui qui forme la jeunesse. Le sport vous empêche d'aller... Nous, quand on était jeunes, quand on faisait du sport, on n'avait pas le temps d'aller ailleurs. On était là, il y avait des cours à assumer à l'école. Ensuite, on allait faire notre sport. Et quand ça ne marchait pas au sport, à l'école, on vous serrait au sport. Donc, il fallait travailler pour ne pas rater le sport. Mais le sport, c'est l'un des facteurs de l'édification d'un peuple évolué, d'une génération. Et regardez, depuis que le sport a disparu chez nous, on a beaucoup d'autres fléaux qui ont fait leur apparition. Et l'image de tout à l'heure était frappante. Vous avez des petits jeunes qui étaient contents d'aller du tennis. Tous les jeunes veulent être comme ça, et au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils vont grandir dans cet élément-là, et vous aurez plus tard des adultes qui seront complètement normaux, qui auront qui seront dans une ambiance parce qu'ils positive. Absolument. Donc je ne sais pas quel terme je vais utiliser, mais le sport, c'est l'un des principaux facteurs d'émancipation. D'après votre gestuelle, vous êtes un bon pêcheur?
mon premier poisson, je l'ai attrapé par le ventre. C'était à la Madrague, on avait... Il fallait pas qu'il passe par là. C'était à la Madrague, j'étais toute la journée en train de pêcher, c'était des bancs de poissons qui passaient, et ça ne voulait pas mordre. Puis à un certain moment, je commençais à m'énerver, j'ai tiré, puis je l'ai accroché par le ventre. Donc c'était quoi comme le premier poisson. C'était un sarge, je pense. Ouais. Un joli sarge, voilà. On ne va pas à la Madrague, mais on va du côté est, surtout à Décaplage, du côté de Entaya, pour suivre cette compétition de pêche sportive organisée par le Comité national de pêche sportive. Et notre revenant, Arilas Ould Hamouda, a suivi cette compétition. Il est revenu avec ce très joli reportage. Décaplage était le théâtre d'une compétition de pêche en bord de mer. Une discipline que l'on nomme surfcasting. Des cannes en carbone de 4,20 m à 4,50 m, spécialement dédiées à la pêche en bordure de plage. Le tout équipé de lignes en nylon, montées avec la plus grande précision. Pour le surfcasting, c'est une technique de lancer sur les vagues. Pour la pêche sportive, c'est une technique de pêche pratiquée par des personnes en possession d'une licence sportive et dans un cadre légal et réglementé. En surfcasting, le bon pêcheur doit dresser un état des lieux précis pour adapter son matériel, son appât et sa technique. Début de compétition, la matinée assez difficile, pas de touche. Mais à partir de 11h30, 10h30, alhamdoulilah, il y a eu quelques touches, de beaux petits marbrés. Dépassant la taille, c'est-à-dire autorisée pour la pêche. Voilà, on a un ami qui pêche aussi. Inch'Allah, bon courage pour tout le monde. Comme vous voyez, c'est une belle journée. La mer, elle est belle, toutes les conditions sont réunies. Bon, on utilise plusieurs appâts. On a la crevette grise, le calamar, la sépia, c'est-à-dire les appâts autorisés, bien sûr. On n'a pas le droit d'utiliser le ver de terre et tout. Cette compétition rentre dans le cadre d'un championnat organisé par le Comité national de la pêche sportive, un championnat qui a débuté en 2019. On invite toutes les personnes qui peuvent nous aider à développer ce sport-là, à créer. On est en train de créer des clubs, on est en train de créer des associations, on est en train de créer une pyramide qui va nous permettre dans un futur moyen, Inch'Allah, d'avoir une fédération et de mieux gérer ce sport-là. La pêche sportive, une discipline en pleine émergence, où tout reste à faire. Ah, surtout qu'il y a 70% de jeunesse en Algérie, finalement, vous voyez, ils ont cette art de vivre, les jeunes Algériens. 70% de richesse, vous voulez dire, c'est une richesse, de richesse en Algérie. Mais la jeunesse algérienne, si vous lui donnez les moyens, je vous assure, moi je vois des choses des fois, autour de moi, des jeunes qui font des choses inimaginables. Il faut juste leur donner des moyens, il faut leur créer des espaces pour cela. Vous voyez des jeunes qui font la pêche. La dernière fois, on a parlé de ceux qui voulaient lancer donc, des sports sur les plages. On a un beau pays, on a 9 mois à peu près de soleil. On a tout pour que ces jeunes puissent s'épanouir au lieu de les laisser derrière des micros, derrière des PC portables. Et il faut emmener ces jeunes-là vers ces ouvertures. Et vous allez voir ce qu'ils vont vous faire, ces jeunes. Au lieu de rester au quartier, d'occuper leur temps surtout. Mais bien sûr, regardez, on est en train de construire de nouvelles villes. Moi, j'ai été la dernière fois à Constantine, j'ai vu une nouvelle ville, c'est beau. On a ramené des gens d'un peu partout. Mais vous avez que du béton, il n'y a aucun espace, aucune salle de cinéma, aucun théâtre. Ces jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont toute la journée là, sous les immeubles, en train de papoter, de discuter. Et puis, ça va aller vers d'autres choses, ça va pousser vers la drogue. Alors imaginez ces jeunes, si vous leur donnez dès l'occasion, quand vous construisez une nouvelle ville, il faut construire avec tout ce qui va avec pour l'épanouissement du jeune. Le jeune, il ira là où vous voudrez l'emmener. Là où vous voulez l'emmener. Mais si vous l'abandonnez, il ira là où il voudra, lui. Vous faites partie de la première promotion de l'ISTS, l'Institut des sports et de la technologie du sport. Absolument. Vous avez été formé pour
justement orienter dans le bon sens cette jeunesse? Mais bien sûr, avant de faire l'ISTS, j'ai fait le professeur adjoint de PS. Donc j'ai enseigné déjà dans des écoles. On avait une jeunesse qui était magnifique, qu'on orientait. C'était les profs de PS. Moi, j'ai enseigné à USND et à côté, il y avait le stade, donc le complexe du NED. Donc j'orientais mes jeunes pour aller, on les entraînait nous et on les emmenait ensuite. On allait les entraîner au NED. Donc je pense qu'un jeune, donnez-lui les moyens, orientez-le, montrez-lui ce qu'il doit faire. Vous allez voir ce que vous allez récolter par la suite. Eh bien, Inch'Allah, qu'on aura une autre vision et surtout un projet futur pour cette jeunesse dans le domaine du sport, bien évidemment. Et parce que les autres secteurs, c'est d'autres émissions qui s'intéresseront à cela, bien évidemment. Nordine Hani, un dernier mot. Ça va ensemble, hein. Tout va ensemble. Hein. Tout va ensemble. Tout va ensemble. Tout va ensemble. Un dernier mot avant de rendre l'antenne et retrouver le journal télévisé de 19h présenté par notre ami donc, Zohair Ben Dimred. Moi, je voudrais juste dire que j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, il y a des règlements de compte par rapport à cette équipe de handball. Moi, je pense que tout le monde doit mettre de côté tous ces problèmes. Il doit penser à cette discipline. C'est vrai, parce qu'en fin de compte, c'est tout le monde qui aime le handball. Absolument. Chacun aime le handball. Mais il faut défendre le handball. Et il faut qu'on arrête de se tirer dessus. Il faut qu'on arrête de se tirer dessus. On est tous des enfants du handball. On est tous concernés par ce handball. Il appartient à personne. Il appartient à tout le monde. On doit tous se donner la main. Et le handball redeviendra vraiment handball. Parce qu'avant le handball que j'ai connu, moi, on était tous soudés. Tout le monde était soudé. Voilà, on termine sur ces notes d'optimisme signées Nordine Hani, notre consultant maison qui est avec nous. Et c'est un plaisir, réel plaisir, depuis l'année 2012, depuis la saison 2012-2013. On est à la 10e saison. Espérons qu'il restera avec nous le plus longtemps possible. On se retrouve lundi prochain. Merci à toute l'équipe du studio numéro 2. À leur tête, le réalisateur Mahdi Tsabès et notre script fétiche, à savoir Youssef Issad. Et toute l'équipe qui vous a accompagné, l'équipe journalistique, Sarah Darbal, Sid Ahmed Bouraïb, Linda Teboul, Saïd Fellak, Hakim Kshroud, donc Fatah Abada, pour vous servir dans les deux émissions, donc 52 chronos et c'est l'heure du sport. Chaque dimanche à partir de 16h50, prochain rendez-vous sportif, ça sera demain. Le commentaire du match USM Alger Mouloudia Doran à partir de 14h20 avec Riyad Belkhadim et Ahmed Lalibi pour le match USM Alger Mouloudia Doran. Ciao, bonsoir et à lundi prochain.